Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Christian Urvois dans La Clé du Mystère et nous allons parler de réincarnation. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Christian Urvois, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, nous allons parler du monde astral et de la réincarnation. Pour les personnes qui ne seraient pas très sensibilisées à toutes ces choses, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, si vous voulez parler de la manière dont on peut explorer notre passé, les techniques ont été mises au point, enfin il ne s'agit pas de techniques bien extraordinaires, dans les années 60, 70, 80, enfin pour autant que je sache, essentiellement par le docteur Helen Wambach, qui était une psychologue américaine, californienne exactement, et qui a commencé comme une psychologue tout à fait classique, tout à fait freudienne, et qui raconte dans un de ses livres comment elle a eu une réminiscence, une reviviscence exactement d'une de ses vies passées, alors qu'elle visitait un musée dans une petite ville de Californie. Et elle s'est revue un homme, cette fois, qui était une espèce de prédicateur, de pasteur itinérant. Et donc, ceci avait évidemment une intensité telle qu'elle n'a pas pu douter d'avoir revécu quelque chose. Et elle, qui, a priori, n'avait aucun intérêt pour la réincarnation, elle n'y pensait même pas, a commencé à étudier le sujet. Et donc, elle a commencé peu à peu avec ses étudiants, parce qu'elle était professeure, et puis ensuite, avec un milieu plus élargi, amis d'amis, etc. Ce qui fait que il est arrivé où elle avait plus d'une centaine de personnes dans une salle. Alors, comment faisait-elle ? Eh bien, elle leur donnait des suggestions de relaxation, ce qui conduisait ces gens, enfin du moins un grand nombre d'entre eux, dans un état de conscience que l'on dit conscience modifiée, conscience amplifiée, moi je préfère le terme amplifié, qui semble correspondre à une activité électrique dite alpha, c'est-à-dire entre 7 et 12 cycles secondes d'activité électrique cérébrale. Et donc c'est un état qui correspond à, disons, un commencement d'endormissement, si vous voulez. Vous voyez ? Oui. L'état de somnolence, voilà. Et dans cet état-là, donc, les gens écoutaient ces suggestions. Alors, ces suggestions étaient assez simples. Elle leur disait, je sais comment ça se passait puisque j'ai travaillé avec son assistant, le docteur Chetzno. Et elle leur disait à peu près ceci, eh bien, maintenant vous êtes totalement détendu, relaxé, et nous allons nous porter vers une de vos vies passées, une vie qui a un intérêt particulier ou une résonance particulière dans la vie présente. Vous choisissez donc soit la dernière incarnation, soit une vie qui a, disons, un lien particulier avec quelque chose qui émotionnellement est fort. Imaginons quelqu'un qui est très amoureux d'une autre personne, il va essayer de se porter vers une vie où il a déjà vécu avec cette personne. Et donc la session durait une demi-heure, trois quarts d'heure environ, où elle
disons, elle déroulait en quelque sorte ses suggestions. C'est un monologue, hein, les gens ne répondaient évidemment pas. Certains d'ailleurs s'étaient endormis, purement et simplement. J'ai fait l'expérience moi-même avec les nombreuses régressions que j'ai fait faire. Et puis donc au terme de la session, elle a posé un certain nombre de questions, de suggestions. Hein. Maintenant vous êtes dans l'enfance, regardez où vous vivez, regardez ce que vous mangez, regardez le paysage, décrivez-le, quels sont les gens autour de vous. Vous voyez, ceci jusque à l'ultime moment, c'est-à-dire, eh bien maintenant, nous sommes au dernier jour, à la dernière heure de votre vie, de cette incarnation que vous avez vécue. Que se passe-t-il? Quels sont vos sentiments à ce moment où vous allez quitter cette existence? Ensuite, maintenant, vous avez quitté votre corps, que se passe-t-il, etc., etc. Donc, elle faisait en quelque sorte un balayage de toute cette existence passée. Et puis, elle ramenait ensuite les gens au présent, et à ce moment-là, elle leur demandait de remplir un questionnaire. Voilà, tout simplement. Alors, elle a publié 2 livres qui rapportent le premier à peu près 800 questionnaires, l'analyse de 800 questionnaires, et le second, c'est l'analyse d'environ 1100 questionnaires. D'accord. Alors, c'est un travail de romain. Oui, oui, oui. Parce que je peux vous dire, moi qui ai une expérience de 15 ans dans tout ça, que pour rassembler 800 plus 1100 questionnaires, il faut avoir fait passer des milliers et des milliers de personnes. C'est certain. Ben pourquoi? Parce que d'abord, un certain nombre ne vont pas revivre de souvenirs de vie passée. Donc ceux-là, évidemment, n'auront rien à dire, même s'ils l'avaient voulu. Il y a ensuite tous ceux qui vont avoir revécu quelque chose, mais qui rempliront pas le questionnaire. Bon, pour X raisons. Parce que c'est souvent très intime. Oui, 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 c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a parfois des choses qui secouent, hein, des révélations qui secouent. Donc, pour faire ces près de 2000 questionnaires, il y a même plus que ça, parce qu'ensuite il y a un 3e livre qui a été publié par Chetznaud, le docteur Chetznaud, quelques années après la mort de Wabach. Et ça a été traduit en français? Oui, il y a 2, oui, c'est ça. Les 3 livres ont été publiés en français. Voilà, mais ils sont sûrement épuisés malheureusement. Hein. Ouais, c'est dommage. Eh oui, c'est dommage. C'est tout le problème de ces ouvrages qui malheureusement rencontrent pas assez leur public. Alors parlons de la réincarnation. Juste 2 minutes. C'est l'esprit qui s'incarne dans un corps physique. Déjà, quelle est la nature de notre esprit, de notre conscience, et quel est le but de la réincarnation? Alors la nature de la conscience, il faudrait des milliers d'heures, et je ne sais même pas si on arriverait au bout. Si on fait un petit raccourci. Hein, oui. En fait, si on veut, pour répondre à cette question de la conscience, on va l'avoir sous l'angle matériel. Alors on peut se dire, comment ça, matériel? La conscience, c'est pas matériel. Mais si, c'est matériel. Comment je peux vous affirmer ça? Parce qu'il m'est arrivé de faire des décorporations. Vous connaissez le sujet. Oui. On se trouve hors de son corps. On va en parler quand on est hors de son corps, on s'aperçoit qu'on est encore matériel. Même si on n'a pas de forme précise, mais on est matériel. On a une certaine lourdeur. Bon, je ne vais pas raconter tout ça, mais j'ai découvert que j'avais une certaine lourdeur, que je m'envolais pas comme ça. Mais le corps astral a une certaine matérialité. C'est ça, exactement. Hein? Exactement. Voilà, la réplique du corps physique finalement. Il se glisse en quelque sorte dans notre corps physique, ce qui d'ailleurs est pas évident quand vous êtes sorti parfois de rentrer dans le corps physique. C'est comme si vous rentrez dans un vêtement un peu étroit. Hein. Voilà. Donc, ce corps d'énergie, qu'on va appeler l'esprit si vous voulez, ou la conscience, une fois l'existence terminée par la mort, va se réincarner. Alors, combien de temps après, c'est très variable. Il y a des cas, le professeur Stevenson a rapporté un cas d'une réincarnation moins de 9 mois après le précédent décès. Oui. Vous voyez, ça veut dire que le corps de la précédente incarnation était encore vivant, alors que déjà celui de la suivante était en gestation. Oui, alors c'est un aller-retour.
Oui, alors ça va très vite là. Ouais. Ça va très vite. C'était un Indien qui avait été assassiné. Enfin bref. Ouais. Là aussi, il y a un énorme travail de Stevenson. Il y a plusieurs. On en livres parlera qui ont tout à été l'heure. publiés. On en parlera. Voilà, vraiment, c'est à lire. C'est vraiment un travail de romain. Ouais. Bon, 2500 cas étudiés. Enfin, vraiment quelque chose de remarquable. Donc, ça peut durer donc quelques mois seulement, ou paraît-il, des siècles. Mon expérience, c'est plusieurs années, personnellement. Oui, oui, oui. Ma dernière incarnation, j'étais pilote de chasse pendant la dernière guerre. J'ai été abattu, évidemment. Je ne sais pas quand je suis mort, mais c'était pendant la guerre, évidemment. Ouais, ouais. Donc je suis né en 48. Voilà. Alors, donc, ce corps d'énergie va donc se réincarner. Il va rentrer dans le fœtus qui est en gestation. Et il va lui imprimer, parfois, souvent même, des marques de naissance, des marques visibles. Dans mon cas, j'ai une marque qui est la trace d'une balle que j'ai reçue justement dans cette incarnation de pilote probablement de la RAF. Voilà, pour ce qui est de l'esprit. L'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Simplement pour progresser. Chaque incarnation est en quelque sorte une journée d'études ou une classe, si vous voulez. Et nous devons apprendre. Et nous apprenons ce que nous avons prévu. Enfin, ce que nous avons prévu. Idéalement, oui, puisque nous avons une programmation de vie, avant de nous réincarner, évidemment, on choisit le corps, la situation, l'époque, bien évidemment, et on choisit les gens avec qui on va se réincarner. Et donc, cette réincarnation est en quelque sorte programmée, scénarisée même. Les témoins parlent d'un véritable scénario qui va les amener à subir des épreuves. C'est toujours ce qui peut paraître paradoxal, parce que quand les gens vous disent, eh bien, dans la vie présente, j'ai tel ou tel handicap parfois, mais je l'ai programmé, j'ai voulu avoir ça. On peut se dire, mais il est fou, il est masochiste ou quoi? Ben, c'est que le niveau de conscience qui a fait cette programmation n'est pas le même que celui de l'ego qui la vit. Oui. Nécessairement. Si c'était l'ego, il se serait lui programmé que des vies, disons, merveilleuses. C'est sûr. Il serait né toujours riche, beau et célèbre. Exactement, exactement. Alors que évidemment, il y en a qui naissent pauvres, malades, et dans des situations où la vie sera difficile de bout en bout. Ceci est en lien donc avec les circonstances de la vie passée. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont un peu trop chargés? Si, oui. Alors effectivement, il y a des témoignages comme ça qui ont été rapportés par, moi j'en ai pas eu, mais de gens qui disent qu'ils ont voulu mourir très très jeunes, enfants, oui, j'ai eu un cas de quelqu'un qui est mort, la mort subite du nouveau-né dans une de ses incarnations antérieures, et ça avait un lien avec ça, la peur d'avoir à affronter ce qu'il avait prévu. Et puis, quand même, il y en a qui sont vraiment handicapés lourdement, qui ont des maladies pas possibles. C'est quand même une incarnation infernale. Infernale. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que dans notre façon de penser ordinaire, naturelle, d'humain incarné, oui, on dit c'est infernal une vie pareille. Mais en fait, c'est voulu. On avait parlé lors d'un dernier entretien qu'on a eu, on avait parlé des travaux du docteur Michael Newton. Oui. Newton rapporte un témoignage. Je rappelle que Newton a beaucoup travaillé depuis 50 ans, puisqu'il doit avoir 75 ans maintenant. Sur l'entre-deux-vie, oui. Oui, il a beaucoup travaillé sur la période entre deux vies. Ouais. Pas tellement sur les incarnations passées, mais sur la période entre deux vies. Et donc sur les conditions dans lesquelles on prépare sa nouvelle existence. Et l'une de ses patientes raconte que elle avait programmé un accident qui l'a estropié pour la vie. Et cet accident, quand elle était enfant, elle était dans une charrette et elle, turbulente comme beaucoup d'enfants, elle tombe et elle passe sous les roues de la charrette. Et les jambes sont, disons, pas coupées, mais disons tellement abîmées, tellement brisées. Ça se passait au 19e siècle. De toute façon, la médecine n'avait pas fait les progrès qu'on connaît. Elle reste alitée pour tout le reste de sa vie.
et elle raconte qu'elle avait choisi ce handicap pour rester avec ses parents, pour vivre avec ses parents, tout simplement. Alors, on a son libre arbitre. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de modifier le cours de cette programmation pour faire peut-être autre chose? Oui, tout à fait. Effectivement, on a toujours son libre arbitre. Il y a beaucoup de gens, je saisis l'occasion de cette remarque est intéressante parce que beaucoup de gens disent « Ah, on est comme des pantins, alors !» C'est une chose qu'on a du mal à admettre. Oui. Se dire « Tout est écrit, on n'a rien à faire, ou quoi qu'on fasse, de toute façon, ce qui est prévu se passera. » Non, c'est pas comme ça. Alors, en quelque sorte, la programmation, ce n'est pas une programmation, mais c'est disons, une espèce de... Comment dire, vous savez, dans le théâtre moderne, on joue au canevas. Oui. C'est une sorte de canevas où on va avoir des choix. Alors, le professeur Joel Wheaton, qui est professeur psychologie, un psychiatre, qui est professeur à Toronto, ou qui était professeur à l'université de Toronto, dans un de ses livres, que je conseille à tous, qui... s'appelait Life Between Life, les vies entre les vies, il rapporte un témoignage. Alors c'est un garçon qui, vers l'âge de 20 ans, enfin, quand il est en analyse chez Wheaton, il a une quarantaine d'années. Mais il s'en remémore que quand il avait une vingtaine d'années, il était au chevet de son père, qui était en réanimation, intubé, en très mauvais état. Et il faut dire qu'il avait de très mauvais rapports avec son père. On va voir quelle est l'importance de cette observation. Et donc il s'aperçoit que son père a du mal à respirer, puis en regardant, il s'aperçoit qu'il y a un tuyau qui est débranché. Et donc il se dit, ce que je fais, je le laisse mourir, c'était peut-être je le laisse crever, ou j'appelle l'infirmière. Donc il hésite un instant, il finit par appeler l'infirmière qui rebranche. Bon, fin de l'épisode. Une dizaine d'années après, il semble n'y avoir aucun lien entre les deux événements. En vélo, en circulant, il a un accident contre un camion, il s'en tire avec une jambe cassée, ça aurait pu être évidemment mortel. Ensuite, 40 ans, donc en analyse chez Wheaton, il découvre que s'il avait laissé mourir son père à 20 ans, l'accident qu'il a eu vers 30 ans aurait été mortel. Voilà des choix que l'on fait et qui sont parfois cruciaux et qui, sans qu'on s'en rende compte au moment où on les fait, vont engager notre avenir. Alors, est-ce que la réincarnation est toujours choisie ou chez certains, elle serait pas peut-être automatique? C'est-à-dire que l'entité de l'autre côté fait son plan de vie, comme on l'expliquait il y a quelques instants. Pour les gens qui voudraient éviter justement l'incarnation, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une réincarnation qui peut être automatique? Obligatoire, oui, je veux dire, oui. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question aussi. C'est la question que posait Wambach, et elle avait beaucoup de réponses. Et elle résumait ça, si ma mémoire est bonne, elle disait 80% des gens à cette question, est-ce que vous vouliez revenir, ont répondu qu'ils n'auraient pas voulu revenir, mais que c'était, disait-il, enfin ça devait être les hommes qui disaient ça, c'était comme le service militaire. Oui. Fallait le faire. Bon. Voilà. Tout ce qu'on peut répondre. Donc il y en avait 20% qui revenaient avec plaisir, mais 80% qui venaient plutôt à reculons. Alors dans un autre sens, ici-bas, si on a la connaissance de comment ça fonctionne finalement, est-ce que en prenant conscience, on va peut-être changer un peu sa vie, évoluer dans certains domaines, avoir peut-être un plan de vie ici sur Terre, et puis dans certains cas on est limité, on voudrait faire certaines choses mais on n'a pas les possibilités. Est-ce qu'on ne peut pas quelque part programmer avec les personnes de notre famille ou amis, je ne sais pas, une future incarnation, dire tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, il y a sûrement des gens qui le font. J'ai fait quelques séminaires avec Chet Snow. Alors, je les ai fait en France parce que on peut se demander pourquoi ce médecin américain venait en France. Il est marié avec une Française. Donc, ce qui fait que j'ai fait des séminaires avec lui. Et lui était intéressé... c'était un peu du trapèze volant à mon avis, mais enfin, il était intéressé par les vies futures. Pas les vies antérieures, les vies futures. C'est pas facile, parce que déjà les vies antérieures, elles ont existé
Donc on est sur du solide. Mais on est sur du solide, avant que ça devienne du solide, il faut travailler. Ça se fait pas tout seul. Hein. Mais les vies futures, alors là, véritablement, je dis souvent que c'est du trapèze volant sans filet. Hein. Parce que le futur, évidemment, il n'existe pas. Ouais. Il y a des potentialités, mais on ne peut pas dire qu'il existe. Alors néanmoins, dans un des stages que j'ai fait avec lui, j'ai retrouvé une vie future. Enfin, j'ai vu ce qui serait ma vie future. Une vie de femme, d'ailleurs. Donc je vois très bien une grande fille, un peu comme Sigourney Weaver, une jeune fille. Bon, voilà, un certain nombre de péripéties que je vous passe. Mais donc le futur serait déjà potentiellement envisageable, inscrit, programmé. Mais on peut toujours en changer. Oui. Là, je vous recommanderais les travaux, enfin ceux qui nous écoutent, les travaux d'un autre psychiatre qui est Dr Brian Weiss, qui était professeur à Yale, et qui, lui, s'est beaucoup intéressé aux programmations. Il a publié un dernier livre dont j'ai pas le titre en tête, dans lequel il montre comment, en effet, on peut, à partir de la vie présente, c'est pour répondre à votre question, hein, à partir de la vie présente, on peut influer sur la vie future. Alors, moi ça me paraît presque, comment dire, je suis extrêmement rationnel. Ça peut paraître paradoxal, hein. Beaucoup de gens se diront, quelqu'un qui parle de vie antérieure, il n'est pas rationnel. Si. Je suis extrêmement rationnel, et cette réticence que j'avais sur l'étude des vies futures de Chetzenau, je suis toujours extrêmement réticent, extrêmement attentif à avoir des preuves, et là, ce que raconte Brian Weiss me parle, enfin, c'est pas lui, c'est une honnêteté parfaite, mais je veux dire, ce que ces témoins lui racontent me paraît presque trop extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils voient, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui, dans sa précédente vie, était un nazi. Il faut dire que dans la vie présente, le sujet est juif. Bon, juive, c'est une femme. Et dans sa vie passée, elle était un homme qui était un nazi, qui a participé à l'extermination des juifs. Alors vraiment, quelqu'un qui était un nazi antisémite acharné se réincarne en une juive. Bon, d'accord. Et dans cette vie, cette juive est anti-arabe au possible, anti-musulman. Bon. Et l'épisode, en quelque sorte, qui rapporte, se passait à un moment, il y a quelques 10 ou 15 ans, un moment où il y avait beaucoup d'attentats, vous vous souvenez, à Jérusalem, des attentats suicides qui étaient atroces, atroces à la fois pour le kamikaze dont on disait le karma épouvantable qui va se faire, et puis tous ces gens qui étaient comme ça hachés par une bombe, enfin c'était scandaleux. Les manipulateurs de ça se sont fait un karma sans le savoir, évidemment. Les manipulateurs se sont fait un karma épouvantable qu'ils auront à payer. Bon, enfin bref. Et donc cette femme juive, évidemment, avait énormément d'empathie pour ça, et elle avait une colère absolue contre tous les auteurs de ces attentats suicides. Et donc, c'est pris de telles proportions qu'elle va donc voir Brian Weiss, lequel est juif d'ailleurs, et donc elle fait cette analyse, découvre qu'elle était un nazi antisémite enragé, et elle se projette dans le futur, et elle se découvre dans un certain futur, une vie future, elle se découvre musulmane, palestinienne, vivant dans un camp. Bon. Et donc on voit l'enchaînement. Et Weiss rapporte que ce genre de situation lui paraît, au travers de son expérience, lui paraît assez récurrent, et il conclut le meilleur moyen pour s'incarner dans une communauté donnée, c'est de la détester. En quelque sorte. Oui, c'est vrai, Vous voyez, c'est logique. Voilà, alors, Ben Laden deviendra peut-être un Américain ou un Juif américain? On peut se poser la question.
le rabbin Kahn deviendra peut-être un musulman intégriste. Allez savoir. Mais Voilà. finalement, cette théorie que l'on évoque, ça peut se comprendre dès l'instant où ici on prend conscience des choses, parce que la plupart des gens, enfin beaucoup d'entre nous, ne se posent pas de ces questions sur la réincarnation. Voilà. C'est tout le problème. Donc et voilà, c'est tout le problème. Tandis que si on est dans cette idée que on travaille par vie successive, on peut voir ce que l'on fait et puis envisager une future incarnation. On peut très bien se dire oui, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça là. Moi je suis un peu comme ça d'ailleurs, hein. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, mais je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Si j'avais ces moyens là, je pourrais agir comme ça. Est-ce que quelque part on peut pas se programmer une vie future où on pourrait agir pour ces problèmes? Parce que Nicole Dron, qui a vécu une NDE, on lui a fait voir certaines phases de ses vies précédentes. Elle a vu aussi ses vies futures. Enfin, elle le dit. C'est la seule personne qui le dit d'ailleurs. Oui, je l'ai interviewé, vous le savez, et je me souviens pas trop du futur. Elle a dit, je voyais ma vie future et je voyais que j'aurais beaucoup de problèmes à résoudre. Je me souviens pas. Enfin, peut-être pas des gros problèmes non plus, hein, mais des choses à résoudre. Elle en parle pas toujours dans toutes ses conférences, mais moi j'en ai une ou deux où elle en a parlé. Hein. Ah oui, en effet. Et c'est le seul cas. Elle a fait une très longue NDE, elle a beaucoup à dire en effet. Oh là là, oui, Nicole, oui. Oui, tout à fait. C'est possible. J'avoue que ça m'échappe là. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. En compagnie de Christian Urvois, nous parlons de réincarnation et de sortie astrale. Alors le professeur Stevenson a fait de nombreuses recherches sur les vies passées, on en parlait tout à l'heure. Il a gardé un certain nombre de cas qui ne pouvaient être expliqués que par la réincarnation. Ah oui, bien sûr. Absolument, oui, bien sûr. Les 2500 ou 2600 cas qu'il a étudiés sont tels que, véritablement, on ne peut pas imaginer une autre hypothèse que celle de la réincarnation. Donc, on peut considérer ça comme une preuve. Disons que, moi je suis une position particulière, puisque j'ai revécu une dizaine d'incarnations antérieures, donc je peux vous dire que je sais pour l'avoir vécu. Mais j'imagine que quelqu'un qui n'a pas l'expérience que j'ai pourrait se dire, bon, s'il a lu par exemple toutes les œuvres, les ouvrages de Stevenson, tous les gens qu'on a cités, puis il y en a encore beaucoup d'autres, à ce moment-là, il arrivera à la conclusion suivante. Il dira, entre les deux hypothèses, incarnation unique, incarnation multiple, l'hypothèse la plus cohérente, c'est celle des incarnations multiples. Mais il ne pourra pas dire autre chose. Il pourra dire, c'est l'hypothèse la plus cohérente, il pourra dire, c'est l'hypothèse que je retiens à 90%, à 95%, ou à 98%, à 99,5%. Voilà. Bon, mais il ne pourra pas exclure que, par prudence, que peut-être que, en fait, bon, il n'y a qu'une incarnation. Il faut l'avoir revécu, il faut avoir revécu quelques expériences pour avoir cette certitude. Voilà. Alors, vous étiez dans quel état? Est-ce que ces vies que vous avez retrouvées, c'était vous le ressentiez comme des scènes, par exemple, ce que vous avez fait hier? Oui, absolument. Je me souviens, j'étais là, j'ai connu un tel, Oui, absolument. Oui, en effet. Alors, c'est très caractéristique. C'est bien d'aborder ça. C'est très caractéristique parce que souvent, des gens qui n'ont qu'une approche superficielle, donc non expérientielle, disons, de la question, disent « Oh, mais en fait, ça s'apparente au rêve éveillé libre, au rêve éveillé dirigé,
Ils vont parler par exemple, des travaux de Stéphane Laberge. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça y ressemble. Mais lorsque on peut réévoquer ce cadre que je vous avais évoqué, vous vous souvenez, cette jeune femme dont le mari était parti en l'abandonnant avec un jeune enfant. Oui, oui. Et donc, elle voulait retrouver ce mari dans une vie passée en se demandant si elle lui avait elle-même fait quelque chose comme ça dans le passé. Elle cherchait une explication à ce départ, à ce qu'elle vivait comme un drame, évidemment. Et donc, on fait 2 sessions. Hein. Donc, dans la première session, elle découvre que son père dans la vie présente était son mari dans la vie passée, une vie en Pologne, un mari brutal et un père brutal dans la vie présente, mais elle découvre pas le mari. Alors, session suivante, dans l'après-midi, on essaie toujours de retrouver le mari, et là encore, cette fois, elle se découvre un paysan français, vivant à l'époque de la Révolution française, mais là encore, on ne retrouve pas le mari. Alors, c'est ça qui est la grande différence avec le rêve éveillé libre. Dans le rêve éveillé libre, si vous voulez vous rêver, je sais pas, Louis XIV dans la Galerie des Glaces, Oui. vous avez suffisamment de références et d'images Oui, pour reconstituer l'image. tout à fait. Vous serez Louis XIV dans la Galerie des Glaces. Si vous voulez être l'empereur de Chine, là encore, vous avez suffisamment d'images pour reconstituer quelque chose. Donc, ça se modèle en quelque sorte. On le façonne comme on veut. C'est un peu comme quand on rêvasse, hein, Oui, le oui, rêve oui. éveillé, le rêve éveillé libre. tout à fait. C'est simplement rêvasser. Tout le monde a fait ça des centaines de milliers de fois. Et on sait fort bien que l'on dirige sa rêverie comme on veut. Si Oui, on oui. veut ressortir, si on veut que le scénario change, on le fait changer. Oui. Bon, dans le rêve éveillé dirigé par quelqu'un, bah là c'est différent. Si on suit les suggestions de quelqu'un, là évidemment, on va partir dans une direction ou dans une autre. Mais quand je fais des suggestions, quand je dirige une session, j'évite justement d'être directif. Hein. Je ne vais pas dire à quelqu'un quel métier faites-vous. Ouais. Je dirais, parce que métier, signification un peu particulière. Oui, oui, oui. On se voit faire une action, etc. Je dis, que faites-vous dans votre communauté? Que faites-vous pour les autres? Et c'est beaucoup plus ouvert. Oui. Cette façon d'aborder permet de voir qu'en effet, on ne peut pas influer sur le voyageur, celui. Et aussi, maintenant, je reviens au cas que je vous citais, le voyageur ne peut pas influer sur ce qu'il voit. Cette jeune femme me dit, on fait le débriefing de la deuxième session, elle me dit, quand j'ai vu que j'étais un homme, j'ai dit non, je suis une femme. Elle s'est dit à elle-même, bien entendu. Hein. Et non, il n'y a rien à faire. Elle était un homme, un paysan. Dans la vie présente, elle était une jeune femme charmante, un peu sophistiquée, donc il y avait un hiatus entre ce qu'elle découvrait, Tout à fait. bien entendu. Et je poursuis évidemment tout le processus. On revit la vie depuis l'enfance, on voit l'environnement, l'activité qu'on exerce, ses proches, etc., etc. Et elle voit la maison dans laquelle elle habite. C'est une masure de paysan, quoi, de paysan pauvre. Ouais. Et là encore, me dit-elle, elle dit non, j'habite dans un château, je vis dans un château. Rien à faire, elle est dans sa masure de paysan. Donc, vous voyez, on est dans une vie, voilà, les souvenirs d'une vie, on ne peut pas les diriger, on ne peut pas les changer. Et lorsqu'on fait des régressions dans la même vie, ça arrive, c'est pas toujours facile, parce qu'on a beau dire, tiens, je vais retourner dans cette vie-là, on n'y retournera pas forcément, hein, pour se retrouver dans une autre. Bon, mais il arrive quand même que des gens, enfin à la longue, retournent dans la même vie. Et en fait, ils retrouvent exactement le même souvenir. Très exactement. Le même souvenir et puis l'impression, la certitude, je vais dire, d'avoir vécu comme nous faisons l'émission en ce moment. C'est ça. Alors cette certitude, évidemment, on l'a, mais encore une fois, on pourrait dire c'est subjectif. Ouais. Un observateur extérieur vous dira, oui, vous avez la certitude, mais c'est subjectif. Alors que là, je vous donne des éléments objectifs. Quelqu'un s'il retourne dans la même vie, il retrouvera le même souvenir précisément, souvent plus précis. Généralement, c'est dans ce sens-là que ça va. Hein. Ça sera toujours de plus en plus précis.
il verra des aspects qu'il n'a pas vu la première fois, voilà. Mais c'est pas un souvenir différent, il est seulement plus précis. Plus précis, parce que quand on a une certitude, on a une certitude. Hein. Alors la certitude est intime, c'est pour ça que c'est incommunicable. Si vous en parlez à un sceptique, il dira mais non, vous imaginez, bref, vous voulez voir ci, vous voulez voir ça, et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on ne voit pas ce que l'on veut, on voit ce qui s'impose. Ce qui s'impose, oui. Et souvent, alors parfois les gens me disent c'est dangereux. Alors j'ai entendu ça 1000 fois. Alors quand je leur demande en quoi est-ce dangereux, ils savent pas quoi répondre, mais bon, ils lancent ça comme ça. Alors, faudrait peut-être arrêter de dire que c'est dangereux parce qu'on a peur de tout et on ne fait plus rien. Non mais je leur demande, que craignez-vous? Alors, ils savent pas trop quoi dire. Je réponds à leur place, je leur dis, si vous craignez de découvrir que vous avez été dans vos vies passées quelqu'un de brutal, de méchant, de voleur, de sale, oui, alors là je peux vous confirmer, vous l'avez sûrement été. Et si vous voulez pas le découvrir, ne vous approchez pas de ça. Mais ce que je leur répète aussi, c'est que ce que votre conscient ne sait pas, votre inconscient le sait, lui. Je vais vous faire part d'un quelque chose qui m'a affecté personnellement. Une de mes cousines s'est suicidée. C'est une femme charmante, connue à son mariage, etc. Elle avait 2 enfants, un mari tout à fait charmant, ils étaient tous les 2 enseignants, aucun souci d'argent, leur famille a suffisamment d'argent aussi, enfin bref, vraiment aucun souci particulier, vraiment aucun. Elle a vécu pendant des années, je ne sais pas, un enfer, c'est elle qui pourrait le dire, mais elle finit par se suicider. Alors pourquoi? Elle se sentait coupable, mais une culpabilité tellement intense qu'elle était insupportable. Elle a fini donc par se suicider, et ceci d'ailleurs, je suis en guerre contre les psychiatres académiques qui ne reconnaissent pas la réincarnation. Parce que ils l'ont évidemment enfermé dans les antidépresseurs, le Prozac et autres, qui n'ont fait que lui empoisonner la vie et n'ont pas empêché cette issue dramatique. Alors, en quoi est-ce que ceci répond à cette question, à ce questionnement? L'inconscient le sait. Wheaton rapporte un cas qui est un cas tout à fait dramatique. Un de ses patients, je crois que c'était un homme, vit une psychose très lourde, un intense sentiment de culpabilité, mais qui dans la vie présente n'a aucune justification, comme dans le cas de ma pauvre cousine. Heureusement, lui tombe sur un psychiatre intelligent qui pratique la thérapie des vies antérieures, et il le fait difficilement d'ailleurs remonter dans plusieurs vies, mais une en particulier. Dans cette vie, il se découvre, il était un homme dans cette vie-là, vie passée, en Nouvelle-Angleterre. Il est dans un milieu extrêmement dévoué à la Bible, extrêmement austère, pour laquelle toute sexualité est diabolique, satanique. Mais il faut néanmoins, il y a un paradoxe, il faut néanmoins croître et se multiplier. Évidemment. Alors donc, il se trouve contraint en quelque sorte de faire l'acte de chair, comme il devait dire. Mais il ne veut pas, il veut éviter le péché qui va avec. Et le péché, c'est le plaisir. Alors, c'est une difficulté là. Et malheureusement, ce type imagine, il est forgeron, et il imagine de faire un tube. Enfin, c'est ce qu'il fabrique. Il fabrique un tube en métal, vous allez voir, qu'il introduit dans le vagin. Alors, la nuit de noces, évidemment, il l'introduit dans le vagin de sa malheureuse épouse. Enfin, je ne sais pas s'il va au-delà, toujours est-il que ça provoque une hémorragie interne. Elle meurt dans la nuit. Enfin, bon. C'est un peu n'importe quoi, là. Ah oui, mais c'est la folie à laquelle peut conduire la passion religieuse. En plus, il l'enterre à la sauvette et il dit dans le village qu'elle s'est enfuie. Alors non seulement il la tue, en plus il la déshonore, et non content de tout ça, il va continuer sa carrière en dénonçant, c'est un peu le milieu des sorcières de Salem, vous connaissez, et il va dénoncer avec des faux témoignages des femmes qu'il va envoyer au bûcher. Et cet homme finit
sa misérable existence, enfin misérable au plan éthique, au plan moral, mais sinon c'est une existence de, disons, auréolée de prestige, parce que ce monsieur est prestigieux dans sa communauté. Bon, et évidemment, il a tout emporté au paradis. Alors on dit, il n'emportera pas au paradis, c'est-à-dire qu'on va lui faire payer dans cette vie. Mais là, il a emporté, pas au paradis d'ailleurs, il a emporté dans la vie suivante tous ses crimes, toutes ses mauvaises actions. Et il va renaître, évidemment son conscient n'en sait rien, bien entendu, mais son inconscient le sait. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que l'inconscient ne va pas commencer à le tarauder dans ses premières années d'enfance? Ben, en fait, non. Ça ressurgit plus tard. On ne sait pas pourquoi. Ça surgit plus tard. Et je sais pas quel âge ça a commencé à le préoccuper, enfin commencé à le miner, mais ça a surgi plus tard. Peut-être au moment où il avait provoqué la mort de son épouse. Peut-être, j'en sais rien. Voilà comment l'inconscient, lui, agit. On a des quantités de cas de gens qui ont... Le docteur Edith Fior, qui était aussi une psychiatre américaine, qui a publié, je recommande sa lecture de ses livres, elle a nombreux cas comme ça, de gens qui ont par exemple la phobie de la hauteur, le vertige. Il y en a qui ne peuvent même pas franchir un pont, tellement ils ont peur. Et ces gens ont souvent découvert qu'ils avaient fait une chute, mortelle évidemment. Voilà, et donc il y a beaucoup de cas. Ah, les obèses. Les obèses, ça c'est très très intéressant et ça devrait, malheureusement c'est pas connu encore de nos psychiatres et psychologues, les obèses sont souvent des gens qui ont vécu des vies de malnutrition, voire qui sont morts de famine. Ben c'est logique finalement. Mais oui, alors le conscient n'en sait rien, évidemment, mais l'inconscient, il agit en conséquence, il fait des réserves. Et, même si il n'y a aucune raison objective d'en faire, eh ben, lui, il est dans sa logique à lui, il a été traumatisé par cette faim qui l'a tenaillé parfois pendant toute une vie, hein, et il fait des réserves, et puis on a beau lui dire, et on a beau lui chanter ça sur tous les tons, il ne changera pas d'avis. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de la clé du mystère en compagnie de Christian Urvois. Nous parlons de réincarnation et de sortie astrale. Alors, Robert Monroe aux États-Unis a fait des recherches sur le voyage astral. Est-ce que vous pouvez nous parler des expériences de Robert Monroe? Oui, alors Monroe, dans les années 50, il raconte sa première décorporation qui ressemble à la mienne. Plutôt la mienne ressemble à la sienne, puisqu'elle est intervenue après. Donc, un jour, il s'allonge pour une sieste, je crois, enfin, pour la nuit, enfin, peu importe. Et il ressent des vibrations dans tout le corps, mais des vibrations intenses. Alors je peux vous raconter les miennes, parce que ça ressemble à celle qu'il décrit. Donc on a l'impression que c'est tout le corps qui bouge, mais en fait il bouge sûrement pas, mais je le voyais pas. Ça doit être, j'imagine, le corps d'énergie. Est-ce que ça commence pas par des flottements? Non. Alors, moi j'ai vécu, puisque j'ai fait plusieurs sorties, évidemment, j'ai vécu plusieurs façons de le faire. Mais celle qui ressemble à celle que Monroe décrit, c'est la première que j'ai vécue. Et elle a été spontanée, comme celle de Monroe. Monroe, donc, lui se couche, et puis, c'est ça, oui. Alors, la première fois, il sent des vibrations, alors il prend peur, et puis il fait un effort pour se réveiller en quelque sorte. Il est dans un demi-sommeil, hein. Donc il fait un effort et puis les vibrations cessent. Bon, alors ça lui arrive 2-3 fois, puis il se familiarise un peu avec la sensation. Puis curieux, il se dit tiens, je vais laisser. Il se dit c'est pas dangereux. Bon, il laisse le phénomène se dérouler et effectivement il se déroule et il sort de son corps.
ce qui m'est arrivé. Bon, puis après, on se voit. Oui, lui, il voit son corps en bas, couché sur le lit. Moi pas, je me suis retrouvé dehors directement, j'ai traversé le mur, sans m'en apercevoir d'ailleurs, je me suis retrouvé dehors. Voilà. Alors comment réagit-on à ce moment-là? Ah, il se trouve que pour moi, j'avais déjà eu beaucoup de lectures derrière moi de ce genre de choses. Alors j'étais pas surpris. Oui, on n'est pas surpris, mais quand même, le fait de surtout la première, voilà, de le découvrir. Si, un peu surpris, mais pas du tout inquiet. Alors, pas du tout. Hein. Par exemple, mais on fait des bêtises. Par exemple, cette première fois, on se trouvait dans le cours d'un petit immeuble à Paris, et puis il y avait donc je m'aperçois que le corps est... Enfin, je m'aperçois, non, enfin, je dis ça maintenant, mais l'idée me vient de monter, de m'élever. J'étais dans la cour, et puis je m'accroche, si on peut dire, à une descente d'eau pluviale. Oui. Et je monte la descente d'eau pluviale. Effectivement, le corps d'énergie est assez, relativement lourd, c'est-à-dire qu'il ne s'envole pas comme un ballon. Hein. Non. Voilà, et donc je monte en haut, et puis j'entre dans un logement sous les toits où il y avait des gens. Enfin, bon, c'est tout bête. Hein. Mais quand même, la première fois de découvrir cette chose-là, ça doit être, même si on le sait, ça doit être quand même quelque chose. Ah oui, bien sûr, on s'en souvient toujours. Oui. Ça fait 15 ans, et je m'en souviens encore. Et puis, alors après, il y a... votre question, c'était quoi? C'était Monroe. Alors, oui, voilà, c'était Monroe, oui. Alors j'ai revécu la même chose que Monroe. Hein, donc on sort de son corps. Et puis, ensuite, Monroe, lui... il fait comme tous ceux qui sortent, hein. Il s'intéresse au sujet, il recommence, et puis il garde près de sa table de nuit, il garde un bloc pour noter ses impressions. Alors quand il revient, il prend des notes, hein. Ce que je faisais pas d'ailleurs, j'ai eu tort. Donc il prend des notes, hein, tel jour, telle heure précise, je suis sorti, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors souvent c'est des banalités, hein. Oui. Il n'est pas allé bien loin, il lui arrive même de faire de mauvaises rencontres, le bas astral. Oui. Alors le bas astral, il est là autour de nous. Alors autour de nous. Qu'est-ce qui se passe dans le bas astral? Le bas astral, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, c'est peuplé d'entités, disons, pas très fréquentables. Oui, c'est ça. Alors, les décrire, c'est impossible parce que, toutes les descriptions ont été faites. Hein. Ça ressemble à des animaux, ça ressemble à tout et n'importe quoi. À des monstres, à des hommes normaux, à tout et à n'importe quoi. Ouais. Et ces gens sont... Ça peut aller de la simple curiosité insidieuse à l'agressivité pure et simple. Oui. Voilà. Alors, il décrit ça. Il décrit, par exemple... il sort et il se trouve... Alors, par parenthèse, ça donne un peu une idée du niveau de Monroe. Je ne veux pas en dire du mal, mais il voyait des gens de niveau souvent assez bas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans le bas astral pour en sortir? Faut le quitter. Oui, justement, pour se sauver. Pour se sauver, on fait comment? Vous élevez vos pensées vers la lumière, vers l'amour. Ça y est. Si vous le faites vraiment, quittez le bas astral. Et celui qui reste dans la logique du bas astral, alors là, il va les subir. Hein. Ouais. Et alors après, il a découvert d'autres plans. Oui, alors il raconte en effet qu'il découvre d'autres plans, mais qui sont quand même des plans du bas astral. Hein. Oui. C'est jamais très haut niveau. Jamais de haut niveau. Est-ce qu'il a eu accès à des niveaux supérieurs? Quelquefois, mais si vous faisiez une comparaison avec quelqu'un que vous connaissez, j'imagine, au moins de nom, qui s'appelle Daniel Meroy. Oui, tout à fait, oui. Vous les connaissez? Oui. Bon, moi je les connais depuis 25 ans, je les ai rencontrés la première fois. On a fait une émission avec Daniel. Ouais, voilà, donc c'est quelqu'un de merveilleux, une très belle âme, et lui raconte, vous savez, lu ses livres évidemment, et il raconte qu'il est à des niveaux, disons, de très haut niveau, que j'ai pas connu, hein. Oui. Malheureusement. Hein. C'était mon rêve de connaître ça, mais j'ai pas eu le bas astral. J'ai évité ça. Alors lui a de très haut niveau. Donc éviter le bas astral, c'est l'amour. Monroe, j'ai pas souvenir dans ses livres qu'il ait vraiment vu autre chose que
que des niveaux, il voit une espèce d'autre univers, vous vous souvenez, qui me décrit, mais... Oui, parallèle, oui, quelque chose de parallèle. Oui, parallèle. J'ai pas bien compris d'ailleurs. Moi non plus. Voilà. Moi non plus. Ce qu'il voulait dire. Pardon, c'est vaseux. Enfin, vaseux, bon. De mon esprit cartésien, voilà. Disons que le moyen astral est acceptable. Oui. Il n'est pas désagréable. Absolument. Non, pas trop. Vous savez, j'ai vécu en Afrique, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai vécu en Afrique 2 ans, jusqu'en rentrée en 2008. J'étais en Guinée, en Guinée-Conakry. J'ai fait des régressions avec des gens là-bas, hein, des Noirs qui se sont retrouvés blancs. Hein. Oui. Je réponds à cette question que vous n'avez pas posée, mais est-ce qu'on a eu des vies? Est-ce que moi j'ai été noir dans une de mes incarnations, hein. Oui, c'est pas surprenant. Voilà, j'ai été femme, évidemment. Parmi les Africains, certains se sont retrouvés blancs, ce qui est aussi assez naturel. Ouais. Et par contre, ce que j'ai vu, qui était particulièrement étonnant, le fait qu'un noir se retrouve blanc, c'est pas étonnant, mais ce qui était tout à fait passionnant et stressant parfois, c'était justement le bas astral. Alors, mais à cette époque-là, je ne pouvais plus faire de sortie astrale. J'ai essayé, mais depuis longtemps, j'y arrive plus. Et j'en suis fort désolé. Et j'essayais de sortir d'ailleurs, et j'avais cette préoccupation. Alors pourquoi j'étais allé en Afrique? J'étais en Afrique pour étudier l'animisme, la tradition qu'on appelle le vaudou, si vous voulez. Enfin, le vaudou est un terme... enfin c'est assez connu, dialecte. On en parle souvent. Oui. Mais en fait, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est toujours la même chose. Hein. Ce qu'on appelle la tradition Yoruba du golfe de Guinée, pour faire très large. Et donc, j'étais en Guinée, et je vivais avec une jeune femme qui était une médium, et qui, elle, fréquentait le bas astral. Et elle me faisait fréquenter. Ah là 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 là, mais c'était terrible. Faut pas écouter n'importe qui, hein. Il nous volait, il me volait. Ah oui. Il me volait de l'argent. Et je parle pas de gens incarnés, je parle bien du bas astral. Du bas astral. Oui, il me volait de l'argent. C'est-à-dire, comment il faisait? Je vous donne un exemple. Oui. Et il me volait de temps en temps, et alors ça me mettait en rage, parce que c'est absolument frustrant. Si vous êtes volé par quelqu'un d'incarné, vous mettez sous clé, vous le surveillez, vous mettez ça sur vous. Bon, mais si vous prenez d'intenses précautions, vous n'êtes pas volé. Oui. Là, vous pouvez prendre toutes les précautions que vous voulez, ils vous voleront. Alors, vous avez des billets qui disparaissent. Oui, c'est ça, alors exactement. Alors c'est le transfert d'objets. Et oui. Parce que moi j'ai une rosace. Je vous ai expliqué l'histoire de la rosace. Oui. Bon, pour mon anniversaire, il y a, je sais pas, c'était en 2005, quelque chose comme ça. Je suis parti avec des amis donc en Italie. Je suis allé à Pise. Ils m'ont acheté une rosace. Une belle rosace, vous savez, qu'on met au plafond. Alors, en Italie, il y a des couleurs, il y a du rose, des choses comme ça. Elle était magnifique. Et comme c'était un cadeau, moi, j'étais en train de revendre cette maison. Je voulais revendre la maison actuelle. Et je me suis dit, je vais pas mettre cette rosace, je la mettrai dans la prochaine maison. C'est un cadeau. C'est embêtant quand même. Et donc, cette rosace, je l'ai mis au grenier. Elle est restée dans son emballage d'origine. Mais je l'avais quand même déballée en arrivant, hein, pour la regarder. Deux fois, je crois. Et puis après, elle est restée dans le grenier. Et puis, un beau jour, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je me suis dit, c'est dommage que cette rosace dorme dans le grenier. J'ai dit à un ami, va me chercher cette rosace qui est dans le grenier, on va voir si on peut la placer quelque part. Donc il m'a amené le paquet. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé un médaillon, je vais pas dire hideux, parce que je l'ai mis au mur. C'est un médaillon, vous savez, on trouvait ces médaillons, c'est un médaillon italien avec un bouquet de fleurs ou un personnage. On voyait ça dans les films des années 50, 60, le vieux médaillon, voilà. Bon, c'est italien, c'est un peu... Bon, c'est un médaillon, c'était pas une rosace. Donc même ce médaillon qui n'était pas forcément très beau, je l'ai mis tout de suite sur le mur, et j'ai appelé cet ami qui habite à Toulon, et je lui dis, écoute, j'ai commencé à avoir des doutes, je commence à voir, et il m'a dit, écoute, quand je viendrai te voir, je te dirai. Il m'a dit, non, je t'aurais jamais acheté une saloperie comme ça, hein, voilà. Et puis, bon, j'ai pas de doute en fait, mais on se pose des questions, et la rosace a été transformée en médaillon. C'est curieux, en effet. Là, disons, le sceptique vous dirait, vous n'avez pas de certitude. Et moi aussi, pour beaucoup de cas, j'ai pas de certitude. Là, j'ai une certitude, hein. J'ai une certitude. Intime. Ah oui. Ah oui, intime. Voilà, c'est ça.
Et j'ai aussi beaucoup de certitudes intimes là-bas, mais quelques certitudes absolues. J'avais été volé plusieurs fois. Alors une fois, j'avais été volé, j'étais un peu stressé, et le matin, je compte les billets que j'avais. J'avais 36 billets de 5000 francs guinéens. Je les mets dans une pochette que j'avais autour du cou, mais que je mettais en fait dans mon pantalon. Parce que disons, les cordelettes étaient longues, et je mettais ça dans mon pantalon. Donc c'était vers 8 heures du matin. Et puis, 1 heure ou 2 après, enfin, la cuisinière vient me demander de l'argent pour aller au marché. Je sors ma pochette, il n'y avait plus que 18 billets, la moitié. Et personne n'était venu dans l'intervalle mettre ses mains dans mon pantalon, je vous assure. Bon, et il volait la moitié souvent, il volait pas tout. Et alors une autre fois, là c'est encore plus caractéristique, j'étais avec mon amie, elle était en transe, et on était en train de faire des transactions avec l'au-delà. Ça paraîtra fou, hein, mais je l'ai vécu. Hein. On était en pleine journée, on était dans sa chambre, on avait une grande maison, on avait chacun notre chambre. J'étais dans sa chambre, elle était allongée sur le lit, en pleine journée, il faisait jour, et je voulais acheter à l'au-delà des poudres, c'était des poudres ce jour-là, pour essayer de sortir de mon corps. Bon, je rencontrais un autre jour, on parlait des sorcelleries, de la sorcellerie dans africaine. Une prochaine émission. Une autre émission. Hein. Bon, et donc, il me demande une bouteille. Et je sors de la chambre, je vais prendre 2 bouteilles. Je me souviens, une bouteille en verre et une bouteille en plastique. Je rentre, je les pose sur le lit. La porte était fermée, elles étaient tous les deux. Et je me retourne, les 2 bouteilles disparaissent. Sont disparues. Elles sont plus là, instantanément. On me demande ensuite 50 000 francs guinéens. Je me souviens, je prends 5 billets de 10 000 francs guinéens, je les pose sur le lit. Et d'abord, je me souviens, je les pose les uns à côté des autres, puis Kadita, mon ami, me dit non, ils les veulent l'un au-dessus de l'autre, enfin, comme une espèce de liasse, là encore, disparu. Alors les gens me disent, ah mais à quoi les esprits, en quoi ont-ils besoin d'argent? Mais les esprits, pour les Africains, pas tous, mais ceux qui pratiquent ça, les esprits opèrent avec eux, ils font partie de leur environnement. Et l'argent qu'ils prennent, ils doivent le donner à quelqu'un d'autre, j'imagine. Donc c'est monnaie courante là-bas, c'était constant. Je vivais dans un milieu totalement africain. J'étais, peu importe, j'étais sur la côte, j'étais à Bofa, puis ensuite à Kamsar, dans un milieu totalement africain, et immergé complètement là-dedans. Hein. Et des prodiges comme ça, j'en ai vu en permanence, souvent, frustrant. On va faire attention. Voilà. mais je me disais que c'est parce qu'elle était là, parce que la question, mais je repense à ce que vous m'avez dit à propos de votre rosace. L'au-delà a besoin d'énergie. Ils sont en quelque sorte incapables d'agir, enfin, pour la plupart d'entre eux, peut-être que d'immenses personnages comme Jésus ou d'autres seraient capables d'agir. Mais pour le bas astral, ils sont incapables d'agir s'ils n'ont pas un médium dont ils vont prendre l'énergie. Le médium, il leur sert à ça. Hein. C'est quelqu'un qui ne retient pas trop son énergie, ce qui fait qu'ils arrivent à la lui pomper. C'est ce qui fait que le médium est fatigué à l'issue des sessions. Tout le monde le sait. Hein. Alors, mon amie, sortant d'une session, non seulement était fatiguée, mais elle avait mal à la tête, mais elle avait tellement mal qu'elle me disait de lui presser la tête. Presser le crâne, je me souviens, mais très fort. Je disais, je ne vais pas te faire éclater le crâne. Ça la soulageait. Et on sait que c'est la dilatation d'une certaine glande qu'on appelle la pituitaire, on appelle la pinéale, pinéale parce qu'elle ressemble à un petit pois, c'est sa dilatation qui fait que lorsque ça cesse, comme ça a dilaté, disons, les tissus du cerveau, elle ressent une épouvantable migraine, voyez-vous. Donc, je sais qu'elle était fatiguée, mais surtout elle avait cette très très forte migraine, ces douleurs très très fortes. Donc, ils utilisent l'énergie de quelqu'un. Alors, pour prendre votre rosace, est-ce qu'ils auraient utilisé la vôtre? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme un signe. Hein. C'est possible, oui, c'est possible qu'ils aient utilisé un jour, parce que vous ne savez pas quand ça s'est passé. Ah non, je sais pas. Qu'ils aient utilisé un jour l'énergie de quelqu'un qui était chez vous, ou vous-même. Peut-être. En tout cas, moi je suis sûr, de toute façon, il n'y a aucun doute, et personne n'est venu changer la rosace, et il y a marqué Made in Italy derrière, enfin, bon, ça c'est certain. Moi je l'ai pris comme un signe. Oui,
ça doit en être un. Oui, pas pour comme quelque chose de désagréable, mais comme un signe pour nous dire coucou. D'ailleurs, je dis, le médaillon n'est pas terrible, si vous pouvez m'emmener la rosace. Voilà. Christian Roy, vous avez un livre en préparation, je crois. Oui, je suis en train d'écrire un livre. J'en ai plusieurs en préparation. Je suis jamais satisfait de ce que j'écris, ce qui fait que ça fait des années que, si vous voyez mon ordinateur, il est plein de fichiers. Je suis un livre en préparation sur... je me dis que ce sera mon dernier, j'ai 63 ans. C'est une espèce de testament philosophique. Ah bon, vous êtes jeune pour faire un testament. Oui, on verra. C'est sur la loi de l'univers. La loi de l'univers, en fait, c'est le questionnement que l'on a, ou que l'on devrait avoir, c'est comment fonctionne l'univers. Tout à fait. Comment ça marche. Comment fonctionne la machine. Comme disait un peu Einstein, je veux savoir comment Dieu fait marcher tout ça. C'est un peu la question. Donc c'est faire en quelque sorte la synthèse, c'est ça qui est à la fois passionnant pour un rat de bibliothèque comme moi, passionnant mais aussi extrêmement long, et c'est faire l'inventaire de tout ce que les hommes, enfin, pour autant qu'on sache, ont imaginé depuis aussi loin qu'on puisse remonter, sur les lois de l'univers. Qu'est-ce que l'univers? Comment ça marche? Évidemment, forcément, qui sommes-nous à l'intérieur de ça? Pourquoi la vie? Cette question, la loi de l'univers, elle les contient toutes. Elle les contient absolument toutes. Eh bien, vous viendrez nous en parler à ce micro. Volontiers, quand j'aurai terminé, je sais pas quand. Oui. Alors, vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet qui porte le nom de l'association, qui s'appelle Arc Alliance, donc c'est www.arkalliance, tout attaché, .org, sur lequel nous avons des vidéos. J'avoue que je m'en occupe pas assez. D'accord. Je le regrette, mais bon, il y a des vidéos intéressantes. Merci Christian Roy d'avoir participé à cette émission, et une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir. C'est moi qui vous remercie beaucoup. À très bientôt, au revoir. À très bientôt pour un autre numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.